Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi 30 mars. Le Sénat desserre l'étau sur la recherche génétique en modifiant en profondeur la révision des lois bioéthiques récemment votées par les députés. Front sacré, les religieux montent au créneau contre le débat sur la laïcité et l'islam. Débat dans ce journal avec nos 3 invités. Un accident nucléaire grave ne peut être exclu en France. Le ton change à l'Agence de sûreté française qui reconnaît que certains risques n'ont pas été pris en compte. Et puis notez que René Guiton, auteur de cette enquête sur le martyre des moines de Tibérine, sera notre invité. Le Sénat contre l'Assemblée nationale, donc le vote récent par les députés de la nouvelle loi bioéthique avait été dénoncé par les scientifiques comme une régression. La Commission des affaires sociales du Sénat corrige le tir aujourd'hui dans un sens plus libéral, ouvrant par exemple la voie à la recherche sur l'embryon. Flora Sauvage. Oui à la levée de l'anonymat des donneurs de sperme et d'ovocytes et oui à la recherche sur l'embryon sous conditions. La Commission des affaires sociales du Sénat fait évoluer en profondeur le texte de révision des lois de bioéthique voté en première lecture par l'Assemblée nationale. Il me semble que la petite loi telle qu'elle est sortie de l'Assemblée nationale n'a pas fait beaucoup de progrès par rapport à l'existant et que donc on peut essayer de la faire avancer un peu. Et sur la recherche sur l'embryon, sur la question des mères porteuses ou sur la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes, les sénateurs, quelle que soit leur appartenance politique, ont des avis divergents. Sur certains points extrêmement importants, on se rend compte que le clivage n'est pas droite-gauche, mais qu'il s'agit vraiment d'une interrogation, d'une interpellation de chacun de nous face à nous-mêmes. Pour le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, qui est venu défendre son projet de loi à la réunion de groupe UMP hier matin, il n'est pas nécessaire d'avoir une révolution en matière de bioéthique. Je ne crois pas qu'il y ait une attente de révolution en termes de bioéthique. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a aujourd'hui une situation qui répond aux valeurs auxquelles on croit, la disponibilité, la non-marchandisation du corps humain. Et je pense que ça permet aussi à la recherche d'avancer. Les discussions devraient être animées la semaine prochaine dans l'hémicycle. L'examen du projet de loi débute mardi en séance publique. Notons que les sénateurs rejettent par ailleurs d'autres dispositions qui ont été votées par l'Assemblée nationale en matière d'accès à la nationalité. Ils ont aussi repoussé en commission des lois la restriction du droit au séjour pour les sans-papiers atteints de pathologies graves. Alors que le Japon ne parvient toujours pas à colmater les fuites radioactives à la centrale de Fukushima, une nouvelle menace apparaît à quelques 120 km au nord. Les habitants Nodagawa redoutent le pire à leur tour depuis l'arrêt de leur centrale. Cela bien sûr depuis la double catastrophe du 11 mars. En France, ton inhabituel de l'Agence de sûreté nucléaire qui n'écarte pas l'hypothèse d'un accident grave. Patrick Jean-Pierre. Personne ne peut garantir qu'il n'y aura jamais un accident nucléaire en France. À l'évidence, la catastrophe de Fukushima ébranle les certitudes des autorités de sûreté nucléaire. Même si le rapport sur l'état du parc en 2010 s'avère globalement satisfaisant, 2 anomalies non négligeables ont affecté cette année 34 réacteurs des centrales les plus anciennes. En cause, les fameux groupes électrogènes permettant de faire fonctionner les systèmes de sûreté. C'est cette alimentation de secours qui a fait défaut à Fukushima. Du coup, le torchon brûle entre certains exploitants du nucléaire, dont EDF et l'autorité de sûreté. Nous avons vu de la part d'EDF une attitude de réticence pour changer en anticipation un générateur de vapeur sur le réacteur de Bugey. Une autre difficulté, c'est la difficulté que nous avons à obtenir du CEA, que les travaux soient menés en temps utile, les travaux correspondant à grande priorité. Réclamé par François Fillon suite à la crise de Fukushima, un audit dont les premières conclusions sont attendues d'ici à la fin 2011 risque de modifier en profondeur le regard de l'ASN sur le parc électronucléaire français. Les avions français ont frappé aujourd'hui un site libyen de missiles anti-aériens. Cela à une centaine de kilomètres de Tripoli. Les insurgés ont subi de nouveaux revers face aux forces pro-Kadhafi qui ont notamment repris le contrôle du site pétrolier de Ras Lanouf. Nicolas Sarkozy a évoqué le sujet libyen avec le président chinois. Le chef de l'État est en déplacement où Jintao l'a mis en garde contre le non-respect de la résolution de l'ONU.
En Syrie, le président Bachar al-Assad douche les espoirs de réforme. Il a affirmé lors d'un discours aujourd'hui qu'une conspiration était à l'origine de la vague de protestations. En Côte d'Ivoire, les forces d'Alassane Ouattara sont désormais entrées dans la capitale politique, Yamoussoukro. Les combats provoquent d'importants mouvements de population. Au moins 1 million de personnes ont dû fuir la zone des combats. Les religieux s'unissent pour dire non au débat sur la laïcité et l'islam qui se tiendra donc le 5 avril. Est-ce à un parti de l'organiser, demande-t-il, avant d'accueillir nos invités pour en débattre. Le point sur ce débat avec Alexandra Collineau. Le texte ne demande pas l'annulation du débat, mais c'est tout comme. Dans une tribune publiée aujourd'hui dans le journal La Croix, les représentants des principaux cultes font front commun contre le débat sur la laïcité. Sans esprit polémique ou partisan, précise-t-il, ils demandent de ne pas ajouter de confusion dans la période de trouble actuelle. Dans le débat actuel, qui est un débat politique en fait, les religions sont souvent instrumentalisées. Les 12 signataires se questionnent. Un parti politique, fût-il majoritaire, est-il une bonne instance pour conduire ce débat seul? Jean-François Copé n'en doute pas. Oui, c'est un grand parti politique de traiter des questions du pacte de la République, et donc de la République laïque, à condition que ce ne soit pas dans une logique de stigmatisation. Mais le grand débat prévu mardi prochain risque de se réduire à une petite réunion dans la salle de conférence d'un grand hôtel parisien, faute de participants. Le sujet encombre la majorité. Alors pour apaiser les tensions, le secrétaire général de l'UMP a publié hier une lettre à un ami musulman où il assure que l'objectif de ce débat est d'alléger le fardeau qui pèse sur les musulmans de France. De cette journée de réflexion du 5 avril devrait naître un code de la laïcité. Le texte déjà dans les tiroirs de Claude Guéant prévoit de clarifier les règles dans les rues, les écoles et les entreprises. Voilà, nos deux premiers invités sont là. Claude Goasguen, bonsoir, député UMP de Paris, et puis Jean-Arnold de Clermont, bonsoir. Vous êtes l'ancien président de la Fédération protestante de France. Alors, d'abord, Monsieur Goasguen, est-ce que vous êtes encombré, vous, par ce débat, comme on vient de le dire? Non, pas du tout. Non, je pense que le débat était nécessaire. Le débat maintenant n'est plus nécessaire. Je crois qu'il faut passer au stade des propositions. Ah, et là, la question, c'est bien sur le débat du 5 avril. Hein. Oui, mais le débat finira par des propositions quand nous avons beaucoup travaillé quand même. C'est pas un débat qu'on va improviser comme ça à partir de rien du tout. Il y a eu beaucoup de rapports, le rapport Machelon notamment, qui était un bon rapport. Donc la matière existe. On a consulté pratiquement beaucoup de gens. Et je pense que le 5, on aboutira à un certain nombre de propositions qui surprendront parce que ce ne sont pas du tout des propositions discriminantes, comme je lis par-ci par-là, mais au contraire des propositions d'intégration. C'est exactement le contraire. Ce débat a sans doute été mal présenté. En tout cas, il n'est pas du tout ce que l'on croit. Monsieur de Clermont, qu'ont voulu dire en fait les religieux qui ont signé cette tribune ce matin dans la Croix? Tous les cultes sont représentés, je le rappelle. Oh, ils ont dit des choses extrêmement simples et très claires. La première, c'est que le débat, s'il avait lieu, est plombé par les perspectives politiques du moment, l'ouverture de la campagne présidentielle dans laquelle on est largement engagé, et qu'il est porté par un seul et unique parti, aussi respectable soit-il, hein, il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là, mais que ce ne sera pas un vrai débat. Et qui plus est, débattre sans les principaux responsables des cultes, c'est totalement inutile. D'autant plus, et vous venez de le rappeler, que l'essentiel du travail a été entamé par la commission Machelon depuis 2005. Elle avait été lancée par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque. J'en ai été le témoin parce que j'étais président de la Fédération protestante à l'époque. Il a apporté ses conclusions en 2006 et les choses avancent. Il y a la dernière circulaire en date du 20 juin 2010 concernant les questions financières, le soutien institutionnel des cultes. Donc tout est en place. Ce débat est donc inutile. Vous ne demandez aucune mesure particulière d'aucune sorte? Nous demandons, bien sûr, un certain nombre de mesures. Nous demandons que ce travail soit fait, mais dans un cadre qui est celui du cadre tel qu'il a déjà été tracé, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, avec la commission ad hoc qui concerne les... Pour vous, ça n'est pas l'affaire d'un parti? Certainement pas. Et au contraire, ça me semble nocif. Non pas que ce soit ce parti-là, encore une fois. Vous l'avez dit. Voilà. Mais que ce soit l'affaire d'un parti. Effectivement, la question se pose de savoir si c'est à un parti de s'emparer de ce sujet. Il y a eu, par exemple, déjà plusieurs débats sur l'islam en Allemagne. Il y en a même un troisième qui est annoncé sous l'égide gouvernementale.
Oui, ça n'a pas empêché les Allemands quand même de changer complètement le mode de la binationalité avec les Turcs. Mais enfin, vous savez, en réalité, ce débat, on aurait dû le faire beaucoup plus tôt et faire des propositions beaucoup plus tôt. En période électorale, on y est toujours. Il y a les cantonales, les présidentielles, les législatives. Donc s'il fallait s'abstraire des périodes électorales, on s'abstrairait en permanence de faire quoi que ce soit. Ce sont les propositions du parti majoritaire. Après consultation, bien nous proposerons au gouvernement, comme tout parti majoritaire, un certain nombre de mesures. Ces mesures, ce sont des mesures qui vont permettre, je crois, ce que vous savez déjà, de compléter. alors, Oui, parce que là... je vais le dire. Alors, allez-y. Elles vont compléter une loi de 1905 qui n'est pas une loi sur la laïcité, je le rappelle, mais une loi sur la séparation de l'Église et de l'État, qu'on a appelée d'ailleurs injustement une loi sur la laïcité, car les lois sur la laïcité, les règlements sont multiples. C'est pour ça qu'il y en a besoin d'ailleurs d'un code de la laïcité. Alors, ce sera quoi, par exemple? Les mesures, vous en avez quelques-unes qui ont été déjà annoncées par le ministre de l'Intérieur, par exemple sur les services publics hospitaliers, sur les prières dans les rues, qui vont d'ailleurs obéir à la règle, ça c'est la loi, c'est-à-dire l'application de la loi, autorisation préalable. Quand il y a une procession catholique, on demande l'autorisation, on l'a. Les mesures qui sont plus nouvelles, celles-là, sur la formation des imams. Ça, c'est une décision qui est quand même relativement importante et difficile à prendre parce qu'il faut trouver une institution qui va donner les principes de la laïcité. Bien entendu, pour l'exercice du culte, c'est la liberté totale. Il n'est pas question de traduire en langue, en n'importe quelle langue. Il y a eu des erreurs qui ont été faites dans les annonces, bien sûr. Bien sûr que le Coran se dira en arabe, c'est évident. On ne va pas le dire en français par spécificité. Donc, autre problème, le financement. Le financement, il est clair que le financement ne sera pas un financement public. Car nous sortirions là de l'épure de 1905, c'est-à-dire d'une loi qui institue, nous le considérons, une égalité entre tous les cultes. Donc moi je vais vous dire franchement, je pense que ces mesures, il y en a un certain nombre, une dizaine, sont les plus importantes que je vous ai données. Sur le financement, donc il y aura quand même des dérogations. Non, moi je ne pense pas. Il y a déjà une situation d'hypocrisie aujourd'hui, vous le savez bien, dans les communes. Hein. Pourquoi? Oui, il y a une hypocrisie, justement. Parce qu'il y a des financements on va enlever sans doute aux collectivités. Oui, on va sans doute enlever aux collectivités territoriales une marge de manœuvre qu'elles possèdent et dont elles abusent. Et pour des raisons que je vais vous expliquer. Par exemple, le financement des associations culturelles. Bien sûr. Il est clair qu'il faut revoir tout ça, car sinon nous aurions une France à 3 ou 4 vitesses. Nous aurions une France des mosquées, une France des cathédrales, une France des temples. Il est clair qu'une mesure de laïcité, c'est une mesure nationale. Monsieur de Clermont, l'État doit reprendre la main. Vous entendez toutes ces propositions, qu'est-ce que vous répondez? Moi, je ne suis pas qualifié pour répondre aux différentes propositions. Ça vous effraie? Est-ce que là, vous y voyez un danger de stigmatisation? Parce que c'est bien ce qui est dans la tribune des religieux. Rien ne nous effraie. Rien ne nous effraie. C'est quand même le risque de stigmatisation. Le risque de stigmatisation, elles sont déjà intervenues à plusieurs reprises au cours des mois écoulés. Et je pense qu'il aurait été sage de la part des responsables politiques gouvernementaux de retarder le débat pour trouver une phase plus saine. Et M. Glasgen vient de le dire, le débat aurait pu avoir lieu il y a très longtemps, il n'a pas eu lieu. Donc il y a nécessité de débat, il faut qu'il ait lieu un jour ou l'autre. Ce qui m'intrigue étrangement, c'est qu'on appelle débat des propositions venant d'un parti politique. D'accord. Et vous n'irez pas. De toute façon, votre position est irrévocable, ainsi que tous les signataires de la tribune. Je ne suis pas invité. Il n'y aura aucun responsable. D'accord. Voilà, ça c'est clair. Alors, on va écouter justement dans un instant notre troisième invité qui arrive, le représentant du culte musulman. Avant cela, je vous propose d'écouter Vincent Peillon, le député européen socialiste, qui était l'invité de Preuve par 3 tout à l'heure et qui a réagi à ce débat, effectivement, organisé par l'UMP. Moi, je suis pour une laïcité stricte. Mais quand vous avez un ministre de l'Intérieur qu'on vient de récupérer au Parlement européen, qui est condamné pour propos racistes, bravo la France. Deuxièmement, un nouveau ministre de l'Intérieur qui dérape 3 fois dans une semaine. Vous me parlez d'un débat sur la laïcité? Parlons-en. C'est un débat contre l'islam. Contrairement à ce qu'a dit M. Sarkozy dans son texte, ce n'est pas une loi, la loi de 1905 de guerre, ça a été une loi de paix. Et si vous lisez Nicolas Sarkozy, il faut le lire de temps en temps, le discours de Latran, vous verrez qu'il ne connaît rien à la laïcité. Voilà, donc Vincent Peillon, Edar Demirouirec, bonsoir, merci d'être là. Oui, M. Glasgen, vous vouliez réagir? C'est un propos complètement démesuré, alors qu'il va exactement, oui, M. Peillon, que j'aime beaucoup, n'a pas compris bien la signification du débat. C'est un débat qui, au contraire, veut enlever la stigmatisation qu'un trop grand nombre de Français ont à l'égard de l'islam. C'est un débat qui cherche à créer
les conditions d'un islam de la République. Il y a des millions de Français qui, parce que nous ne parlons pas de ce sujet, considèrent que l'islam n'est pas un islam de la République. Ben, nous allons montrer que nous, gouvernement de la France, par l'intermédiaire du parti majoritaire, eh bien, nous allons montrer que non seulement nous ne sommes pas pour la stigmatisation, mais pour une laïcité intégrale qui met à égalité tous les cultes. D'accord. Alors, Monsieur Demiroguet qui est avec nous, le vice-président du Conseil français du culte musulman, bonsoir. Vous entendez le député UMP en face de vous. Hein, pas de volonté de stigmatisation des musulmans, dit-il, mais en même temps, quand même, volonté de peser sur l'organisation du culte. Comment est-ce que vous réagissez? D'abord, sur le débat en lui-même, nous avons réaffirmé à plusieurs reprises que ce n'était pas le moment opportun pour tenir un tel débat qui, bien entendu, nous sommes ouverts à ce débat, nous sommes prêts à discuter, mais à la veille d'élections, ça n'était vraiment pas le moment le mieux choisi. Maintenant, concernant l'organisation du culte musulman, le CFCM l'a organisé. C'est une instance qui a été créée en collaboration avec les autorités publiques. C'est pas l'affaire des partis pour vous? Bien entendu. D'accord. C'est dans le cadre justement de la loi de 1905 qui sépare le culte et le politique. Quand Jean-François Copé dit... C'est pas l'Église et l'État, si vous permettez. La laïcité, c'est un foisonnement de règlements qui, nous voulons aligner sur la loi de 1905, qui est dans les mêmes principes, qui sont quand même non pas une intervention d'un parti, mais qui permettent à l'État, et puis bien sûr il y aura des règlements, peut-être des lois, peut-être des résolutions, de donner un sentiment d'égalité entre l'ensemble des cultes. Notre vocation est de montrer qu'il n'y a pas un islam différent de l'Église catholique, et je me fais suffisamment engueuler par les catholiques intégristes à ce sujet. Pour nous, c'est exactement la même chose. La laïcité, c'est l'égalité. Eh bien, je crois qu'on va donner les textes qui permettront de dire qu'en France, il y a un islam de la République aussi bien considéré que l'Église catholique. Est-ce que vous vous sentez dans la position d'un bouc émissaire aujourd'hui, dans ce pays? Nous l'avons été. Je dois avouer que nous l'avons été, puisqu'il est tellement facile pour des individus de reporter la crise économique, les difficultés économiques sur une minorité. Ça a toujours été le cas durant toute l'histoire. Malheureusement, il y a des exemples et nous avons malheureusement ressenti ça lors de ces derniers discussions toutes les sur le assurances débat. viennent en permanence des rangs de l'UMP. Enfin, il y a quand même des gens qui critiquent. Je vois la sénatrice Fabienne Keller qui dit qu'il faut arrêter ce débat. On a le président de l'Assemblée nationale qui dit que c'est pas le moment, c'est pas la priorité des Français. Madame Keller, qui est sénateur, est dans un statut particulier qui est l'Alsace-Lorraine 1920, loi de 1920. C'est un peu particulier, vous avez raison. Et puis Jean-François Copé qui dit que ce débat, ce sera en fait une façon de participer à un combat collectif contre l'ignorance. Alors il y en a des paroles apaisantes, vous ne les recevez pas. Très franchement, il faut croire à la sincérité. De toutes les religions, je veux dire. Mais si, on peut recevoir, monsieur, toutes les paroles apaisantes. La seule chose qu'il faut dire, et monsieur Glasgan vient de nous le confirmer, il ne s'agit pas d'un débat, il s'agit d'un débat interne à l'UMP pour faire des propositions. Soit, mais ne parlons pas d'un débat national. Vous dites oui, en reconnaissant la faille alors de la démarche. On n'aurait pas dû effectivement parler de débat parce qu'on a laissé à penser que. Mais ce sont des propositions du parti majoritaire que nous allons inscrire vraisemblablement dans des textes. Si l'Assemblée nous suit sur une résolution, si le gouvernement nous suit sur des décrets, c'est pas le parti qui va faire le décret ou la résolution, mais nous allons faire des propositions d'évolution réglementaire, législative et de résolution à ce sujet. Est-ce que l'on peut suggérer une étape absolument nécessaire, enfin qui me semble absolument nécessaire, c'est qu'au-delà de ces propositions, il y ait un véritable débat avec les responsables des cultes. On l'a eu. Franchement, ça fait 20 ans qu'on a des débats. Se poursuit, mais sur la base des propositions. Vous savez, les propositions, elles sont archi connues et il n'y a rien de nouveau. Monsieur Glasgan, le ministre de l'Intérieur allemand qui prépare ce nouveau débat sur l'islam, il se répète, vous avez vu en Allemagne, dit que son pays est marqué par l'Occident chrétien et que les millions de musulmans de son pays en font partie. Est-ce que vous pourriez dire la même chose sur la France ? C'est évident, évidemment. Ça va de soi. Ça n'a pas empêché l'Allemagne d'avoir des positions extrêmement dures à l'égard de la Turquie. Alors, bien sûr, c'est évident. Sur ce point, si on pense qu'il y a
une culture dominante, une histoire de la chrétienté. C'est l'identité de la France. Vous l'acceptez. On est d'accord. Mais vous vous inscrivez dans cette histoire. Exactement. Bien sûr. Maintenant, il y a eu la France s'est construite justement avec tous les apports des différentes cultures. Et maintenant, la réalité, c'est que l'islam est présent en France. Les musulmans se sentent français à part entière. Ils doivent se sentir français à part entière, ne pas se sentir stigmatisés. Exclus par ce genre de débat. Bien entendu. Et je dirais même, maintenant, je pense que il faut passer à autre chose. On en a suffisamment discuté. Je prends acte que ce débat va avoir lieu, en tout cas, le 5 avril, mais passons à autre chose maintenant. D'accord. Alors, ce qui est formidable, c'est que le débat il n'aura pas lieu le 5 avril, M. Guasguel, mais il a lieu ici. Il a lieu ici, grâce à vous trois. Merci d'être là. La France a probablement une antériorité dans sa culture sur l'islam. Des gens comme Massignon, etc., sont quand même marqués par la pensée française. Il y a eu des musulmans beaucoup plus tôt qu'on croit en France. Il y a des tas de choses à dire. Ne croyez surtout pas qu'il y a volonté de notre part, je participerai à cette proposition, il n'y a aucune stigmatisation de l'islam, bien au contraire. Il faut encore convaincre tout à fait. Alors restez avec nous, on va ouvrir la dernière page du 19h, ça va vous intéresser. Il y a 15 ans, tout juste, les moines de Tibérine étaient tués. Après 2 mois de captivité, le succès du film de Xavier Beauvois, bien sûr, a ravivé l'émotion. Et René Guiton a mené l'enquête sur la mort toujours mystérieuse et controversée des moines trappistes. On le reçoit dans un instant, tout de suite après ce petit rappel des faits par Simon Barbary. C'était il y a 15 ans, 7 moines trappistes de la région de Tibérine en Algérie sont enlevés et séquestrés. 2 mois plus tard, les religieux français sont exécutés, seules leurs têtes sont retrouvées au bord d'une route. Cet assassinat en pleine guerre civile algérienne bouleverse profondément l'opinion publique française et devient une affaire d'État car des zones d'ombre entourent les circonstances de leur mort. Le 21 mai 1996, un communiqué attribué au groupe islamique armé revendique le crime, mais l'absence des corps, donc d'autopsie, met à mal cette version. Plusieurs thèses se succèdent alors, celle d'une infiltration du GIA par les services secrets algériens visant à discréditer les islamistes. Autre hypothèse, une bavure de l'armée algérienne. Des hélicoptères de combat auraient tiré sur les moines, les prenant pour des terroristes. Les militaires auraient ensuite caché les corps pour masquer leur erreur. Aujourd'hui, le mystère demeure toujours sur cette tragédie, alors que l'histoire des 7 martyrs de Tibérine n'en finit pas de susciter l'intérêt des Français. Le film des hommes et des dieux, César du meilleur film 2011, a eu un succès critique et public l'année dernière. Avec nous donc René Guiton qui milite pour un dialogue religieux entre l'Orient et l'Occident, c'est bien ça votre... Un dialogue des cultures. Des cultures, oui. Votre dernier livre, c'était Ces chrétiens qu'on assassine. Celui-ci est consacré donc aux 7 moines de Tibérine. Vous publiez donc Enquête de vérité. En fait, de l'organisation de leur enlèvement à leur mort, il faut dire que le sort des moines est empli de mystère. Peut-être un mot déjà sur le rapt en lui-même. Le rapt s'est passé dans la nuit du 26 mars au 27 mars, vers 1h du matin, 1996, donc il y a en effet 15 ans. Et les moines n'ont pas été enlevés seuls. Il y a eu également, dans la foulée, je dirais, les djihadistes ont enlevé également des djihadistes régionaux de la région qui avaient refusé de procéder à l'enlèvement des moines. Et j'en ai rencontré un de ces témoins qui a pu échapper également à l'enfermement où il a été avec les moines dans une ferme au pied du Shrea. Et à travers lui, à travers d'autres témoignages, on est certain que ce sont des djihadistes du GIA et qui, pas de la région, avec l'accent d'Alger, qui ont enlevé les moines. De leur fait. Oui. Ça, pas de manipulation. Ah non, moi je vous parle. Là-dessus, c'est clair. Je vous parle je vous parle des faits. Oui. Donc, ce sont des djihadistes qui ont enlevé les moines. Ça, c'est certain. Oui. Après, il y a bien d'autres questions qui se posent. Et je viens d'entendre là dans le reportage qu'il y avait eu 2 hypothèses. Non, il y en a 2 multiples. Oui. Et bien d'autres. Je voudrais d'ailleurs, dans ce livre, j'écarte totalement l'hypothèse de l'hélicoptère, de la bavure. La bavure de l'armée. Oui, de la bavure et même de la mort donnée par hélicoptère. Pour plusieurs raisons. Sur la bavure, j'ai repris la déclaration du général Buchwalter, qui était notre attaché militaire français à Alger, et qui déclare au juge toute une série de faits, de détails, où il ne veut pas donner le nom de son informateur. Je le donne, parce qu'il n'y a vraiment pas de secret à tenir sur ce point, mais qui était un ancien Saint-Cyrien, et qui est venu lui dire à l'ambassade, mon frère,
a, par erreur, tué les moines en hélicoptère, etc. Et d'autre part, je fais la démonstration également par l'armement de ces hélicoptères et donc par les munitions qui auraient pu atteindre les moines. À savoir, les hélicoptères, à cette époque, c'était l'armée soviétique qui fournissait l'armée algérienne. Les hélicoptères étaient armés de lance-roquettes. Et une roquette sur un être humain et sur une tête en particulier. La tête aurait été atteinte, évidemment. Oui, et on n'a pas cherché à maquiller cette bavure, comme on a pu le dire, en coupant les têtes après coup. Non, je pense que les moines ont été exécutés, pour être clair. Alors, vous le racontez. Je le raconte. Vous avez fait des analyses précises, une balle dans la tête chacun. Oui, j'ai eu accès aux photos des têtes des moines lorsqu'elles ont été prises immédiatement lors de leur découverte. Photos qui sont dans le coffre du juge Trévédic aujourd'hui. Et je les ai faites analyser par des médecins légistes français. Et ce sont leurs hypothèses que je rapporte. Je ne suis pas spécialiste de la médecine. D'accord. Alors eux et vous maintenant, hein, vous avez la même conviction sur la façon dont ils ont été tués. C'est bien cela que vous nous dites, René Guiton. Mais alors par qui? Par qui? Parce que là, vous ne répondez pas. Non, mais je ne réponds pas à toutes les questions, car je n'étais pas à côté des exécuteurs. Ouais. Mais il y a de très fortes probabilités que ce soit également des djihadistes qui ont exécuté, qui ont tiré. Les traces de balles partent en général. D'abord, une chose, c'est qu'on reconnaît parfaitement les têtes sur les photos. Donc, elles n'ont pas été détruites. Une entrée d'impact du côté gauche, avec une sortie, la plupart du temps, par le bas de la joue droite. Ce qui laisse sous-entendre en effet que le tir vient de haut et qui peut être sur des hommes assis ou des hommes à genoux. Mais est-ce que vous partagez le même combat que le juge antiterroriste Marc Trévidic dans cette affaire-là? Parce que lui aussi, il essaye de démêler le vrai du faux, les manipulations, l'intox. Je cherche à, comme le dit le titre de ce livre, je suis en quête de vérité depuis le jour de l'enlèvement. La vérité d'éclater. Eh bien, c'est le silence et la volonté de taire la vérité de part et d'autre de la Méditerranée. Alors, on peut le comprendre à l'époque des faits. Oui, vous voulez dire l'État français, l'État algérien. Oui, bien sûr. Et mon enquête m'a mené pas seulement en Algérie de très nombreuses fois, pas seulement en France où j'ai rencontré aussi bien Alain Juppé que tous les ministres en place à l'époque, mais aussi en Italie, en Suisse, cette timidité face à la vérité, algérienne, etc. Vous semblez impliquer les djihadistes. Non, mais j'implique les djihadistes sans exonérer qui que ce soit d'autre. Ah, d'accord. Soyons clairs. Et je l'explique bien dans le livre aussi. De quelle faute? Eh bien, peut-être d'une manipulation. Il y a un schéma qui est, a priori, qui est recoupé par les déclarations de certains dissidents, à savoir, et je m'élève contre ça, les moines ont été enlevés et exécutés parce qu'ils travaillaient pour les services français. Faux. Pour les services algériens, une autre fois. Faux. Pour les djihadistes. Faux. Ils travaillaient que pour l'élévation morale et pour le dialogue des civilisations et des cultures avec les musulmans de la région. Mais je livre aussi d'autres choses très importantes dans ce livre, et notamment des extraits de la commission rogatoire du juge Bruguière, qui a été beaucoup critiquée, mais qui pose des questions extrêmement importantes, comme une, et c'est la dernière que je citerai. Allez-y. Il demande à son homologue algérien, quid de cette rumeur algérienne du projet de l'enlèvement monté entre les services algériens et les services français. Merci René Guiton. Donc, Enquête de vérité, c'est un formidable complément évidemment au film de Xavier Mauvois que vous avez tous vu il y a des mois, mais qui nous a marqué profondément. Et là, évidemment, ça permet d'aller plus loin, puisque le film, évidemment, nous laisse un petit peu sur notre faim à la fin. Il s'arrête au moment de l'enlèvement. Hein. Merci à tous d'avoir participé à cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal. Tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info. Bonsoir à tous. L'information politique et parlementaire en temps réel, c'est sur l'application iPhone de Public Sénat. Informer, expliquer et partager pour être à la pointe de l'actualité politique. As-tu déjà volé en attaquant les gens?
La délinquance est-elle une maladie que l'on peut dépister chez les jeunes enfants? C'est une maladie du cerveau. C'est un cerveau qui ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce qui fait que nous rendons compte des souffrances psychiques des enfants et des adolescents sans tenir compte du contexte social? De la petite poubelle de la classe, ça va être la grande poubelle à l'entrée de l'immeuble. Il n'y a pas si longtemps, le vol, l'agressivité, faisait partie du développement normal d'un enfant et d'un adolescent. Un enfant qui a un comportement qui montre qu'il est perturbé, c'est tout simplement un enfant qui est en état de souffrance, et donc un enfant qu'il faut aider. L'enfance se contrôle. Vendredi à 16h45 sur Public Sénat.